On vous a sûrement dit que les gens du Moyen-Âge ne buvaient jamais d'eau. Ce n'est pas tout à fait exact. Mais alors, que buvaient-ils vraiment? Imaginez les ruelles étroites d'une ville médiévale, le bruit des charrettes, l'odeur des étals, et au centre de la place, un puits. C'est là que l'on vient chercher l'eau qui servira à la cuisine et aux boissons, mais pas sans précaution. À Paris, au début du XVe siècle, les autorités municipales réglementaient déjà l'accès à l'eau. Un texte daté de 1414 ordonne que les puits soient protégés et maintenus propres, et ce, afin d'éviter que l'on y jette des détritus ou que l'eau ne soit souillée. Des mesures destinées à limiter les risques de maladies fréquentes dans les zones urbaines, où les sources pouvaient être contaminées. Cela montre que l'eau restait bel et bien consommée, mais que sa salubrité préoccupait les citoyens. Cette prudence se retrouve aussi dans les récits de l'époque. Jean Froissart, chroniqueur du XIVe siècle, rapporte l'histoire d'un chevalier assiégé qui, par crainte de boire de l'eau non sûre, choisit de la faire bouillir et de la mélanger à du vin. Ce geste destiné à la rendre plus saine reflète une idée répandue. La chaleur et l'alcool pouvaient, pensait-on, neutraliser ce qui était jugé nocif. Ces exemples révèlent une réalité nuancée. L'eau faisait partie du quotidien, surtout à la campagne et dans certaines villes bien approvisionnées, mais on la consommait avec discernement. Alors pourquoi une telle méfiance et quelles autres boissons accompagnaient les repas médiévaux? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Mais avant ça, découvrons une boisson de notre époque qui, je suis certain, aurait fait fureur au Moyen-Âge. Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Oli, c'est une marque européenne de boissons sous forme de poudre à diluer dans 500 ml d'eau, avec une grande variété de goûts frais et fruités pour tout le monde et surtout des arômes et des colorants naturels. Au Moyen-Âge déjà, l'eau était précieuse, mais souvent suspecte. Dans les villes, on la mélangeait à du vin ou on la parfumait d'herbes pour la rendre plus sûre. Aujourd'hui, avec Oli, il suffit d'un simple sachet pour transformer ton eau en une boisson savoureuse, sans sucre et sans ingrédients douteux. Leur promesse est simple, zéro sucre, zéro taurine, zéro conservateur. Uniquement des arômes naturels, des extraits de plantes, des vitamines et des antioxydants. Tout ça avec un maximum de goût. Oli propose plusieurs gammes, Iced Tea, des thés glacés rafraîchissants aux saveurs comme pêche, citron ou mûre, hydratation, des boissons enrichies en électrolytes pour mieux s'hydrater au quotidien ou pendant le sport. Et enfin Energy, une boisson énergétique plus clean grâce à la New Caf, une caféine qui dure plus sur la durée sans le crash classique que vous pouvez connaître. Comme les voyageurs médiévaux qui emportaient leurs gourdes partout, Oli propose ses shakers et gourdes modernes pour réduire les déchets et les emmener partout avec soi. C'est bien plus écologique car c'est beaucoup moins d'emballage que les boissons classiques. Adieu donc les bouteilles en plastique et bienvenue à des gourdes réutilisables et stylées. Tous ces produits sont disponibles en pot ou sachet de poudre, avec une petite cuillère doseuse incluse. Bien plus pratique que de descendre un seau dans un puits comme au XIVe siècle. Personnellement, j'ai eu un coup de cœur pour l'Iced Tea pêche. C'est frais, c'est bon, et franchement, je verrais bien des nobles médiévaux troquer leur eau épicée contre ça. La gamme Energy est également géniale, son dosage en caféine étant idéal pour garder la pêche. Au Moyen-Âge, les gens cherchaient l'énergie ailleurs, dans la petite bière, l'hydromel ou autres boissons fermentées qui accompagnaient le quotidien. Avec Oli, on retrouve cet effet coup de fouet, mais sans alcool ni fermentation. Si vous hésitez encore, sachez qu'il existe des packs découvertes avec un mélange des meilleures saveurs, parfait pour trouver son goût préféré. En plus, avec le code de réduction HERODOC5, vous aurez 5 € de réduction sur toutes les premières commandes dès 14,99 € d'achat. En cliquant sur le lien dans la description, c'est automatiquement activé. Et il y a même le code HERODOC qui vous donnera 10% de réduction sur toutes les commandes récurrentes. Enfin, la livraison est offerte dès 49 € et effectuée entre 4 à 7 jours ouvrés. Merci encore à Oli pour leur confiance. Et souvenez-vous, si au Moyen-Âge boire de l'eau était risqué, aujourd'hui grâce à Oli, c'est devenu un plaisir sain, amusant et écologique. Et maintenant, retour à notre vidéo. Au Moyen-Âge, l'eau est indispensable à la vie quotidienne. Mais attention, ce n'est pas un acte anodin. On s'en sert pour boire, cuisiner, brasser la bière, préparer les soupes, mais également laver le linge et arroser les jardins. Pourtant, elle suscite une méfiance constante. Dans un monde qui ignore tout des bactéries, on juge sa qualité à l'œil, au goût ou à la provenance. Une eau claire et fraîche semble plus sûre, mais cette apparence peut être trompeuse. Les maladies hydriques, comme la dysenterie ou certaines fièvres, peuvent frapper sans prévenir. En ville, cette inquiétude est encore plus forte.
Les cités médiévales sont souvent densément peuplées, mal drainées, et les activités humaines y laissent quantité de déchets. Les puits urbains, pourtant indispensables, peuvent être contaminés par des infiltrations venant des latrines, des fosses à ordures ou bien encore des ateliers. Certaines autorités municipales le savent et tentent de prévenir ces risques. Des règlements interdisent par exemple de laver les pots ou de tremper le linge près des points d'eau potable. L'idée est simple, limiter la corruption de l'eau, terme médiéval qui désigne tout ce qui la rend impropre à la consommation. Pour sécuriser l'approvisionnement, certaines villes développent de véritables réseaux d'adduction. À Londres, au XIIIe siècle, la City met en service le Great Conduit, un système qui amène l'eau de source située à Tyburn, hors des murs, jusqu'à Cheapside, le centre commercial de la capitale. Les conduites faites de plomb sont entretenues par des responsables municipaux, les wardens, qui doivent s'assurer que l'eau reste claire et que personne ne détourne le flux pour un usage privé. D'autres cités européennes mettent en place des solutions similaires, comme Paris, qui dès le XIVe siècle canalise l'eau de Belleville, ou bien Milan, qui entretient ses fontanili alimentées par des nappes phréatiques. Dans le monde monastique, la gestion de l'eau est souvent un modèle d'ingénierie. Les grands monastères ne se contentent pas de ressources locales. Ils captent également des sources parfois situées à plusieurs kilomètres et les amènent par des canaux ou bien des conduites. Le matériau varie, terre cuite, bois, pierre ou bien plomb. À Waltham, en Angleterre, une adduction en plomb court sur plusieurs kilomètres par exemple. À Royaumont, en France, des canaux détournent une rivière pour alimenter moulins, cuisines et fontaines. Cluny, l'une des plus puissantes abbayes d'Occident, dispose également d'un réseau interne complexe qui alimente non seulement les cuisines et les dortoirs, mais aussi les latrines, preuve que l'eau sert à tout, du spirituel au très concret. Ces infrastructures restent cependant l'exception. Dans la majorité des bourgs et villages, on se contente de puiser l'eau à la rivière, à la source du hameau ou bien encore au puits familial. C'est un travail physique. Il faut descendre le seau, le remonter et enfin porter l'eau sur parfois plusieurs centaines de mètres. Chaque litre a donc de la valeur, mais même à la campagne, on reste attentif. On évite par exemple les points d'eau stagnants, on préfère les sources réputées bonnes, parfois bénies lors de cérémonies religieuses. Cette ambivalence, l'eau comme ressource vitale, mais potentiellement dangereuse, influence directement les habitudes de consommation. On boit l'eau, oui, mais souvent après l'avoir chauffée, parfumée avec des herbes ou bien mélangée à du vin ou à de la bière légère. L'objectif, en améliorer le goût, mais aussi la rendre, aux yeux des gens de l'époque, plus sûre. Car au Moyen-Âge, boire de l'eau pure est possible, mais par contre, ce n'est jamais un geste fait à la légère. Au Moyen-Âge, tout le monde avait besoin d'eau, mais tout le monde n'y avait pas accès de la même façon. La quantité, la provenance et même la manière de la consommer variaient fortement selon la condition sociale. Entre l'eau tirée du puits du village et l'eau de source sélectionnée avec soin pour la table d'un prince, la différence était souvent considérable. Pour les paysans, l'eau provenait le plus souvent de ce que le village avait sous la main, un puits communal, une rivière voisine ou encore une source naturelle. Ces points d'eau servaient à boire, à abreuver le bétail, à arroser les potagers et à préparer la nourriture. Les précautions étaient simples. Filtrer l'eau à travers un linge, et ce pour retenir les impuretés visibles, ou bien la faire bouillir dans le cadre de la cuisson d'une soupe ou d'un bouillon. L'eau consommée était souvent douce, c'est-à-dire non salée, et sa qualité pouvait faire l'objet de préférences au sein des communautés. Les archives médiévales reflètent parfois ce quotidien. Dans les contes d'un domaine bourguignon du XIVe siècle, on note l'achat de seaux, je cite, pour tirer l'eau douce du puits communal. Cette mention témoigne de l'importance de l'approvisionnement en eau dans l'organisation d'un domaine rural. On imagine le geste répété des habitants, descendre le seau, le remplir, le remonter et parcourir le chemin jusqu'à la maison. Chez les nobles, par contre, l'eau de table devait être d'une qualité irréprochable et provenir de sources réputées pures. Ainsi, dans certaines résidences, on pouvait faire venir l'eau depuis plusieurs kilomètres pour en garantir la fraîcheur. Elle pouvait être parfumée avec de la menthe, du romarin, de la fleur d'oranger ou bien encore des épices comme la cannelle auxquelles on attribuait des vertus médicinales. À l'époque moderne, Catherine de Médicis faisait préparer pour ses bains et sa table de l'eau provenant de Rungis, connue pour sa pureté.
Ce choix illustre une tradition plus ancienne. Chez les élites, l'eau était aussi un symbole de prestige. Entre ces deux mondes, les citadins aisés avaient accès à des installations plus élaborées. Certaines villes possédaient des fontaines publiques alimentées par conduite, des puits privés dans les cours intérieures, ou recouraient à des porteurs d'eau qui vendaient leurs marchandises au seau. Une ombre au tableau cependant. En effet, les artisans et commerçants utilisaient souvent la même eau pour leurs besoins domestiques et pour leur travail, ce qui pouvait poser des problèmes lorsque leur activité impliquait des substances polluantes, comme dans la tannerie ou bien la teinture. Dans l'Europe médiévale, les monastères ont porté une attention constante à l'eau, à la fois ressource vitale et matière à symbole. Dans la tradition chrétienne, elle purifie, elle accompagne le baptême et les bénédictions, et elle rythme la vie liturgique. Pour les communautés religieuses, elle est tout autant affaire de spiritualité que d'organisation matérielle. Les moines ont donc appris à la capter, à la conduire et à l'utiliser avec une ingéniosité qui frappe encore aujourd'hui. Au quotidien, l'eau sert à boire, à cuisiner, à laver le linge, à l'hygiène et aux ablutions, à raser les barbes, au lavatorium, avant le repas, mais aussi à actionner des machines. Quand les conditions le permettent, on aménage des canaux, des bassins, des prises d'eau et des conduites. Comme on l'a vu, les matériaux varient. Pierre et terre cuite pour des sections durables, bois pour des troncs évidés, et le plomb pour des réseaux sous pression ou des dérivations fines. Ces choix techniques s'inscrivent dans une culture du travail de l'eau héritée de l'Antiquité, réinventée au Moyen-Âge et transmise d'abbaye en abbaye. Justement, à Fontenay, abbaye cistercienne de Bourgogne, fondée au XIIe siècle, un cours d'eau a été détourné pour serpenter dans l'enclos monastique et desservir les bâtiments. Cette dérivation n'alimente pas seulement les cuisines ou les latrines, elle fait tourner des moulins et surtout une forge hydraulique où un grand marteau, mu par roue à eau, travaille le métal. La présence encore visible de cette forge et de son alimentation en eau rappelle que l'hydraulique monastique ne relevait pas d'un luxe d'ingénieur, mais d'un outil de production, de subsistance et d'autonomie. La maîtrise des usages passe aussi par des règles. La règle de Saint-Benoît, texte fondateur pour une grande partie du monachisme occidental, consacre un chapitre à la boisson. Elle admet la consommation de vin, mesure la quantité et souligne la modération. Certains peuvent s'en abstenir. L'eau, omniprésente dans la vie du cloître, demeure une boisson ordinaire dont la place concrète dépend des maisons, des saisons et des ressources disponibles. Dans des observances plus austères, qu'elles soient bénédictines, cisterciennes ou autres, la sobriété est mise en avant et l'ensemble des boissons est strictement encadré. L'eau a aussi son architecture. Dans le cloître, près du réfectoire, se trouve le lavatorium, un espace de lavage des mains où les frères se rendent avant le repas. À Fontaines, en Angleterre, des conduites en plomb amènent l'eau à une arcade murale équipée de cuvettes. Ailleurs, le lavatorium adopte une forme octogonale ou circulaire et peut se dresser comme une petite rotonde. Ces dispositifs, parfois raffinés, disent la place de l'eau dans la discipline communautaire. Elle prépare à la table, elle ordonne les gestes et inscrit la propreté dans le rythme collectif. Les latrines collectives tirent parti de l'écoulement pour évacuer les déchets, ce qui suppose un entretien régulier et un tracé intelligent des canaux. La dimension spirituelle n'est pas absente des lieux. L'eau bénite marque le calendrier liturgique. Les stations se font à la fontaine du cloître lors des processions internes et des sources proches peuvent être l'objet de dévotions locales. La frontière entre le matériel et le symbolique n'est jamais étanche. Un même canal peut ainsi alimenter un atelier et un bassin où l'on se purifie les mains et une même ressource doit répondre à des exigences de pureté rituelle et de salubrité. Toute cette organisation exige de la main-d'œuvre et du soin. Les prises d'eau et les captages doivent être protégés des animaux, les canaux curés pour éviter les dépôts, les conduites réparées quand elles fuient, et les roues entretenues pour que les moulins et ateliers tournent à la bonne cadence. Les archives, comme les vestiges, montrent des réseaux qui évoluent, se réparent et se déplacent avec les besoins. Cette maintenance permanente fait partie de l'économie du cloître et participe à la recherche d'autonomie. Quand on maîtrise son eau, on maîtrise une part décisive de sa subsistance. L'influence de ces systèmes dépasse les murs de l'abbaye. Les grands établissements religieux deviennent des pôles techniques et économiques. Ils expérimentent, adaptent des solutions
forment des artisans et leurs choix hydrauliques modèlent parfois le paysage voisin, comme les tracés de canaux, les zones drainées ou bien encore les moulins en chapelet sur un même cours d'eau. Dans certaines régions, cet héritage a laissé des formes lisibles longtemps après la fin de la vie monastique, preuve que la gestion de l'eau au Moyen-Âge fut l'une des signatures les plus durables du monde régulier. Dans les villes médiévales, obtenir une eau agréable à boire n'était pas toujours simple. Les puits pouvaient être mal entretenus, certains quartiers n'étaient pas desservis par des conduites fiables, et le goût même de l'eau pouvait rebuter après un long séjour en citerne. Les habitants se tournaient vers d'autres boissons qui se conservaient mieux, participaient à l'apport énergétique quotidien et par leur préparation semblaient présenter moins de risques. Parmi ces alternatives, la petite bière occupait une place importante au nord des Alpes. Brassée à partir d'orge ou d'autres céréales, elle était obtenue par un brassin léger, parfois de deuxième passe, qui laissait un degré alcoolique bas. Les historiens la décrivent comme une boisson de table à faible titre, assez nourrissante, élaborée pour un usage quotidien. La cuisson du mou et la fermentation courte faisaient partie des étapes perçues comme assainissantes. Dans l'espace flamand ou dans les villes hanséatiques, cette bière faible accompagnait volontiers les repas ordinaires. On la retrouver à l'atelier, à l'échoppe ou bien encore dans la cuisine domestique. Les sources modernes proposent pour la définir une fourchette indicative très basse. L'important est qu'il s'agissait d'une boisson légère, destinée d'abord à la soif et à la vie courante. Le brassage domestique était pratiqué dans de nombreux foyers, avec des quantités modestes, tandis que les villes connaissaient aussi un brassage professionnel, soumis à des taxes, à des règlements et à des contrôles de qualité. Les drèches d'un bassin pouvaient être réutilisées pour produire un liquide encore plus doux, bu à la maison ou vendu à prix réduit. Entre la grande bière destinée à la vente et la petite bière au quotidien, toute une palette existait dont les appellations et les degrés variaient selon les lieux et les époques. Le vin constituait une autre grande famille de boissons. Dans les régions viticoles, il arrivait en vrac ou en barrique, s'écoulait en taverne, circulait par confrérie et marché, ou bien entrait dans les rituels civiques autant que dans l'économie. Boire du vin coupé d'eau était une pratique courante, héritée de traditions anciennes et bien connue des moralistes comme des taverniers. Mélanger permettait d'adoucir des vins parfois austères, de maîtriser l'ivresse, d'étirer les réserves et de se conformer à un idéal de modération que des textes domestiques et religieux rappellent volontiers. Les sources médiévales évoquent la dilution comme un geste ordinaire. L'appréciation morale de ce qui est pur ou trop baptisé varie selon les milieux et les contextes. La coupe vin haut n'était pas l'apanage des riches. On la rencontrait dans les auberges, dans les repas de groupe et jusque dans certains milieux réguliers où les quantités étaient strictement encadrées. La règle bénédictine admet le vin, en insiste la mesure, et laisse place à des usages locaux qui, selon les ressources, pouvaient privilégier des boissons plus douces ou diluées. L'objectif n'était pas de bannir, mais de gouverner la boisson, au même titre que l'on gouvernait le temps de travail, la table et le repos. Là où la vigne était absente ou peu productive, les boissons fermentées de fruits prenaient le relais. Le cidre est bien attesté en Normandie dès le Moyen-Âge, et sa présence dans les circuits d'approvisionnement régionaux est documentée avec des indices commerciaux et fiscaux, comme la dîme ou bien les approvisionnements urbains. La variété des pommes, les techniques de pressurage et la gestion des cuvées donnaient des profils très divers, parfois acidulés, que l'on pouvait adoucir par des épices ou par un service adapté. Le poiré, dans certaines zones de l'Ouest, tenait une place comparable, porté par les vergers à poiriers aux tiges et par des marchés saisonniers. Les sources médiévales tardives évoquent cette économie du fruit transformé, sans toujours fournir le détail des rations. Ce sont surtout les périodes suivantes qui montrent noir sur blanc la fourniture de cidre comme partie de la rémunération de travailleurs agricoles. Également l'hydromel, boisson fermentée à base de miel, occupe une place plus variable. Il est bien ancré dans certaines traditions nordiques et monastiques, mais sa diffusion est plus restreinte, là où la bière et le vin dominent les approvisionnements. Son caractère sucré, sa charge symbolique et festive en font une boisson présente, mais souvent minoritaire, au regard des volumes brassés ou vinifiés dans l'Europe médiévale occidentale. Ces boissons n'étaient pas seulement des moyens d'étancher la soif. La petite bière apportait des hydrates de carbone issus des céréales,
parfois des résidus de levure et un peu de matière azotée. Le cidre et le poiré concentraient une fraction des sucres et des acides des fruits, et l'hydromel livrait rapidement de l'énergie. Dans des régimes parfois frugaux en protéines animales, ces apports faisaient partie de l'équilibre quotidien, sans prétendre évidemment remplacer les autres composantes du repas. Le tissu social se liait aussi dans les lieux où l'on buvait. Les tavernes ou cabarets jouaient le rôle de carrefour urbain, où l'on négociait, où l'on engageait des ouvriers et où l'on se renseignait sur les prix. Les marchés comptaient leurs marchands de boissons et les ports voyaient passer barriques et tonneaux en partance pour d'autres villes. À la maison, la boisson circulait en cruche ou en pichet. Au travail, elle accompagnait l'atelier, l'échoppe, le chantier ou bien le champ. Les mêmes liquides n'avaient pas le même statut selon qu'ils étaient tirés à la pompe d'une taverne ou partagés sur un banc devant la porte. Dans la médecine médiévale, l'eau est envisagée comme une matière thérapeutique à part entière. Les praticiens formés à la tradition grecque et transmise par le monde arabo-latin lisent Hippocrate et Galien. Ils évaluent l'eau par ses qualités sensibles et ses effets supposés sur les humeurs. Les textes hippocratiques décrivent des eaux dures et douces, de sources, de puits, de marais, et lient ces caractéristiques à des profils morbides. La pensée galénique applique aux boissons comme aux aliments la grille chaud, froid, sec, humide qui oriente prévention et diététique. Les médecins prêtent attention à la provenance. Les sources à l'écoulement vif sont réputées plus agréables et digestes. A l'inverse, les eaux stagnantes passent pour pesantes, mal odorantes l'été et froides, boueuses l'hiver. Ces descriptions déjà présentes chez Hippocrate nourrissent un réflexe médical. Repérer les eaux à éviter et recommander des captages sûrs. On associe volontiers l'environnement humide et stagnant aux fièvres saisonnières et aux affections des voies respiratoires, ce qui concorde avec l'observation empirique de certaines épidémies et diarrhées estivales. Dans cette culture médicale, prescrire une eau, c'est doser son tempérament. Ainsi, on conseille une eau tempérée à tel malade, plus froide à tel autre, en fonction de la complexion supposée et des déséquilibres à corriger. Le soin passe aussi par la préparation. Laisser reposer l'eau pour la clarifier, la tiédir, pour la rendre plus confortable au ventre, l'aromatiser par infusion d'herbes digestives comme la menthe, la sauge ou le fenouil. Ces gestes appartiennent au grand registre des Regimina Sanitatis qui structurent l'hygiène quotidienne et la prévention. Les manuels de santé en latin diffusés au XIIIe siècle accordent une place à ces choix hydriques. Le Taquinum Sanitatis, traduction du Taquim Alcina, d'Imbutlan, classe les catégories d'eau dans ses tableaux et distingue expressément eau de source et eau stagnante, dans l'esprit d'une diététique qui cherche la juste mesure. Cette littérature de conseil, populaire dans les milieux laïcs et instruits, conserve la méfiance traditionnelle envers les eaux immobiles. La formation universitaire et l'érudition monastique convergent sur un autre point. L'eau peut être support de remède. Ainsi, on prépare eau d'orge, décoction ou sirop à queue qui adoucissent l'estomac, modèrent la fièvre ou rafraîchissent les tempéraments jugés trop bileux. Les textes de diététique recensent ces eaux médicalisées en listant qualité, utilité et inconvénients, avec des correctifs. Ainsi, telle infusion réchauffe une eau trop froide, tel aromate assèche ce qui est jugé trop humide. La thérapeutique externe mobilise l'eau de façon réglée. Les bains entrent dans l'arsenal galéniste. On les programme par saison, heure et durée. On combine transpiration, repos et régime. Les compilations du Moyen-Âge tardif expliquent que le bain amollit et met en mouvement les humeurs proches de la peau, préparant d'autres gestes médicaux. Les eaux minérales, à teneur en soufre ou en fer, sont recherchées pour certaines affections cutanées ou articulaires, tandis que les bains partiels soulagent membres fatigués et troubles circulatoires. La logistique de l'eau relève aussi de la médecine pratique. Dans les grands établissements religieux, l'hydraulique sert l'hygiène. Dans les villes, les hôtels-dieux s'implantent volontiers près d'un cours d'eau pour laver, blanchir, transporter et abreuver, même si les dispositifs de séparation des usages varient selon les lieux et les époques. Dans la pratique quotidienne, on module ainsi la quantité et le moment de boisson. On évite d'absorber beaucoup d'eau pendant l'effort ou juste après un bain chaud. On privilégie
une eau tempérée pour l'estomac fragile et l'on adapte les préparations à la saison. Cette minutie n'a rien d'anecdotique. Pour des médecins qui pensent à la santé comme équilibre de flux, l'eau est un agent qu'on choisit, qu'on prépare et qu'on dose. Dans l'Europe médiévale, l'eau participe à la vie religieuse comme signe visible et matière utile. Le baptême l'inscrit au cœur de l'initiation chrétienne, associée à l'idée de régénération et d'entrée dans la communauté. L'eau bénite circule des fonts baptismaux aux aspersions du dimanche, contenue dans des bénitiers à l'entrée des églises, tenus pour aptes à marquer le passage d'un espace ordinaire à un espace sacré. La symbolique ne se limite pas au baptême. Dans la préparation, au sacrement, l'eau figure un acte de mise en ordre avec des gestes de purification qui donnent une forme matérielle à une disposition intérieure. Le célébrant se lave les mains au lavabo pendant la messe, rite qui croise la nécessité de propreté et la signification morale. Les fidèles, en se signant à l'eau bénite, affirment par un geste répété leur appartenance au lieu sacré. Les récits hagiographiques et les traditions locales attribuent à certaines eaux des vertus exceptionnelles. Des sources et des puits sont associés à des saints dont l'intercession aurait rendu l'eau curative ou protectrice. On y vient y boire, y laver un membre souffrant ou bien y puiser de quoi frictionner un malade. La fontaine de Sainte Winifred, à Holywell au pays de Galles, illustre l'attrait de ces sanctuaires. La tradition rapporte l'épisode fondateur et au fil du Moyen-Âge, le site reçoit des pèlerins qui recherchent soulagement et protection. L'eau se prête aux gestes de bain ou d'ingestion selon les usages admis sur place et la renommée du lieu circule par les récits. Les pèlerinages aux eaux réputées ne se cantonnent pas aux îles britanniques. Dans diverses régions, des fontaines attachées à un culte local forment des étapes dans des itinéraires de piété. Des visiteurs emportent des ampoules remplies au sanctuaire, parfois d'eau, parfois d'huile ou d'un mélange, contenus dans de petites fioles de plomb ou de céramique décorées d'emblèmes, que l'on conserve comme dépôt de la grâce reçue ou que l'on destine à une personne demeurée au foyer. La gestion religieuse des ressources hydriques s'exprime aussi par des pratiques collectives. Des processions paroissiales conduisent la communauté vers les puits et les sources dont dépend la vie quotidienne. Le clergé prononce bénédictions et litanies en signe de reconnaissance et de demande de protection pour l'année agricole à venir. Dans certaines régions, des formulaires locaux gardent le souvenir de bénédictions de puits. Le geste est votif et protecteur et l'aspersion peut s'accompagner de marques rituelles qui rappellent la place de l'eau dans l'équilibre d'un terroir. Le calendrier liturgique fait une place spécifique à l'eau. À Pâques, la bénédiction du baptistère associe prière et souffle sur l'eau qui servira au baptême. Dans des usages locaux, l'épiphanie donne lieu à une bénédiction solennelle de l'eau en mémoire du baptême du Christ. Dans le christianisme oriental, la grande bénédiction des eaux revêt une dimension publique, parfois sur un cours d'eau avec immersion de la croix. L'Occident latin, plus discret dans sa mise en scène, n'en conserve pas moins l'idée d'une eau consacrée pour des besoins liturgiques et domestiques. La réflexion des clercs souligne l'ambivalence biblique du motif. Les homélies rappellent que l'eau lave et sauve, mais qu'elle peut aussi engloutir. Le déluge et la mer Rouge offrent des figures de jugement, tandis que le baptême ouvre la vie nouvelle. Cette lecture nourrit une piété qui voit, dans un même élément naturel, la possibilité de la grâce ou de l'épreuve, et qui invite à discerner dans l'usage religieux de l'eau un signe de la puissance divine à l'œuvre. La circulation entre religion instituée et pratiques populaires se mesure au bord des fontaines. On marche en procession vers un point d'eau honoré d'un culte, on se baigne dans une source tenue pour bénéfique, on formule un vœu en déposant une offrande dans une niche de pierre. Les autorités ecclésiastiques encadrent ces usages et composent avec des coutumes d'ancienne mémoire. Pendant des générations, on a prêté au Moyen-Âge l'idée d'une méfiance absolue envers l'eau de boisson. Les travaux consacrés aux villes et aux campagnes médiévales montrent un ensemble de pratiques où l'eau reste présente, avec des choix guidés par la localisation des points d'approvisionnement, la saison et les habitudes locales. À Sienne, par exemple, un réseau souterrain de galeries, les Bottignes, capte et conduit l'eau vers les fontaines de la cité.
La mise en eau de la Fonte Gaia, réalisée par Jacopo della Quercia en 1419 sur la Piazza del Campo, s'appuie sur ces conduits et marque l'aboutissement d'un long effort communal, et ce pour amener une eau jugée sûre au centre urbain. À Tolède, la topographie a imposé des solutions de levage depuis le Tage. Des norias sont signalés par les auteurs médiévaux, dont Al-Idrissi, capable d'élever l'eau vers des aqueducs desservant la ville haute. Cet emploi d'appareils élévatoires, bien attesté à l'époque d'Al-Andalus, éclaire la logique d'un approvisionnement combinant héritage antique et adaptation locale. Pour l'espace urbain d'Europe septentrionale, les sources normatives éclairent la volonté d'encadrer les usages et de protéger les points d'eau. En Angleterre, des études de cas sur Coventry, Norwich et York montrent des autorités municipales intervenant contre les rejets dans les rivières, réglementant les métiers sales et organisant curage et entretien des cours d'eau. Ce type de mesure s'inscrit dans une politique locale de sécurité de l'approvisionnement. Sur le continent, des dossiers techniques et juridiques témoignent d'une vigilance similaire. Ainsi, il existe des statuts détaillés qui séparent les usages polluants des sources et conduites communes, comme c'est le cas dans certaines villes du Saint-Empire germanique, avec des amendes et des inspections régulières. Toujours dans le monde germanique, Augsbourg illustre la profondeur et la continuité d'une culture hydraulique née au Moyen-Âge et perfectionnée ensuite, avec l'existence de tours d'eau, d'aqueducs, de canaux urbains et de fontaines monumentales, décrivant un paysage où la gestion publique de l'eau est un élément constitutif de la ville. La perception de la bonne eau passe aussi par l'observation pratique. Le livre 5 du Codex Calixtinus distingue les rivières bonnes et mauvaises pour le voyage. Ces notations guident les haltes et les remplissages au plus près des réalités du terrain. Elle confirme l'attention portée par les usagers à la provenance, au goût et au comportement de l'eau rencontrée en route. À Chartres, la topographie sacrée rencontre la ressource. Le puits des Saints-Forts dans la crypte est associé à des pratiques dévotionnelles médiévales, signe que certains points d'eau reçoivent un statut particulier dans la vie religieuse et communautaire locale. En Écosse, à St Andrews, un puits réputé saint faisait l'objet d'une fréquentation particulière lors des épidémies. L'eau y était recueillie non seulement pour être bue, mais aussi pour être répandue autour des habitations, dans l'espoir de chasser les miasmes et de préserver la santé des habitants. Ces exemples montrent que, loin d'être absente des habitudes, l'eau occupait une place essentielle dans la vie médiévale. Qu'elle provienne d'infrastructures urbaines complexes, de puits villageois entretenus collectivement ou de sources investies d'une valeur religieuse. Sa consommation restait toutefois liée à des précautions et à des choix techniques qui en façonnaient l'usage quotidien. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.